Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tom Benoît Bonjour Tom Benoît. Bonjour monsieur. On va parler d'économie. Vous êtes essayiste, donc aussi directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine, Absolument. aux éditions Robert Laffont. Donc vraiment un journal dans la stratégie, dans l'économie. Alors l'économie, c'est un terme qui fait parfois rugir, bondir les Français parce que on en parle beaucoup aujourd'hui. Les politiques ne sont pas spécialement au courant de tout ce qui se passe. On a parfois l'impression, et vous étiez opposé à Prisca Thévenot dans une interview il y a quelques jours, on va dire, où vous lui avez posé la question au sujet de la dette, qui détenait la dette française et comment était détenue. Et là, on a un peu un silence ou alors un détour. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de parler un petit peu de votre perception en tant que spécialiste de ce métier, des compétences de nos politiques, de manière à ce qu'on puisse comprendre. Moi, j'ai fait une partie de ma carrière dans le monde anglo-saxon. On m'a appris une chose, à parler de mes échecs, à parler de ce que je ne sais pas, plutôt que de parler de ce que je sais, et de cet argument d'autorité. Donc quand vous avez en face de vous quelqu'un comme ça qui ne sait pas répondre à cette question, vous vous attendez à ce qu'on vous réponde de manière détournée ou... Alors, je m'y attends naturellement, mais ce que vous soulignez est une vraie problématique parce que, en termes d'économie, si vous observez par exemple chez nos voisins allemands, amis très fréquemment cités de la sorte par les politiques en vogue aujourd'hui, justement au pouvoir, l'économie est considérée comme étant une science de la morale. Et en France, ça n'est pas du tout le cas. C'est considéré comme une matière qui n'est pas forcément une science, et même qui n'est pas forcément monétaire. Alors que l'économie, la monnaie, la matière, la productivité et la richesse sont étroitement liées. On ne peut pas, s'il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'économie. Et s'il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas d'économie. Il peut y avoir de la richesse, mais il n'y aura pas d'économie. D'ailleurs, on voit bien dans beaucoup de pays d'Afrique, par exemple, il y a beaucoup de richesses, depuis longtemps, mais il n'y a pas de richesse économique, parce qu'il n'y a pas d'économie. Et aujourd'hui, ce que j'aperçois, c'est que une grande partie de l'élite politique française et européenne, alors je connais plus la situation, malheureusement, j'allais dire en France, fait totalement abstraction des sujets monétaires, des questions monétaires. Alors qu'elles sont... La monnaie, c'est l'unité de mesure, c'est le maître. Si vous faites abstraction de la monnaie, vous ne pouvez pas trouver de solution budgétaire ou économique. Alors aujourd'hui, lorsque j'entends des ministres comme Bruno Le Maire, je ne veux pas dire de mal de Bruno Le Maire de surcroît, mais qui parlent d'économie qui sont, c'est lilliputien, c'est dérisoire, 10 milliards, 20 milliards d'économies, on s'est endetté à hauteur de 284 milliards sur les marchés cette année. Donc je veux dire, je souris quand j'entends ce type de micro-mesures ou de recherches économiques qui sont mises en avant, sans prendre en considération que l'intégralité des monnaies fiat, du panier de monnaies fiat occidentales, va perdre de la valeur. Parce qu'au-delà de l'inflation qu'on mesure par rapport simplement à la hausse des prix, les monnaies occidentales, le dollar en premier, mais qui perdra peut-être un petit peu moins, vous savez, j'ai souvent pour habitude de dire que le dollar n'est pas vraiment une monnaie, c'est l'étalon. C'est l'étalon, voilà, c'est un peu comme être et avoir, qui est l'auxiliaire par rapport au verbe, qui sont l'auxiliaire, et là vous avez une monnaie qui est un auxiliaire par rapport aux autres monnaies. Et l'euro, toutes ces monnaies-là vont perdre leur capacité d'action et d'oppression également sur le reste du monde qui détient des matières premières, qu'elles soient énergétiques ou de la matière première qui peut être exportée. Donc ce qu'il faut prendre en considération, c'est les économies qu'on doit faire, mais également la perte de puissance de notre système monétaire occidental. Et ça, évidemment, c'est... Mais quand vous leur posez des questions, est-ce que vous avez l'impression qu'ils comprennent ce qu'ils font ? Bon, oui, parfois je suis catastrophé. Oui, je peux vous répondre sincèrement, oui, bien sûr, je suis catastrophé. À un moment, vous attendriez pas à ce qu'elles vous disent, par exemple, écoutez, je suis pas compétente dans ce sujet, posez la question à Bruno Le Maire ou posez à quelqu'un à la Cour des comptes. Mais je suis surpris que certains ne le fassent pas, parce que vous parlez de l'extrait avec Prisca Thévenot, on est monté en 2 tweets à 3,5 millions, 3,5 millions vues. Et les commentaires, donc de Français, sont des Françaises et des Français qui regardent ça essentiellement, sont des commentaires qui se portent sur le sujet, sur la dette publique. C'est pas casser de la Macronie, c'est dire on est au courant, on sait, c'est une bonne question, pourquoi elle n'y répond pas, et il y a beaucoup de gens qui sont allés chercher à droite et à gauche les réponses et qui disent regardez, c'est peut-être... Et donc je veux dire par là qu'effectivement, en face de moi, si j'avais une personne qui me disait
Oui, je ne suis pas la plus compétente, adressez-vous plutôt au ministre de l'économie. Ça serait passé inaperçu, y compris dans l'intérêt de la personne qui n'a pas ces compétences, mais qui devrait les avoir, parce que je veux pas faire d'attaque frontale une fois de plus, mais si on prétend être Premier ministre, à être porte-parole d'un gouvernement de la 7e puissance du monde, ou être ministre, je dirais même maire d'une grande métropole, on se doit d'avoir des capacités hétéroclites dans différents domaines. On ne peut pas se contenter d'être un étendard et de dire non mais j'ai des éléments de langage, je vais en user. C'est pas possible. C'est pas. Alors, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on ne sait pas en France? On doit absolument ne plus avoir le droit de ne pas savoir et simultanément être aux manettes. Je pense réellement qu'il faut qu'il y ait une catégorie de personnes qui reprennent le pouvoir. Mais je le dis très directement. Je veux dire, j'ai la chance d'être libre, j'ai créé un magazine, comme vous le disiez, qui s'appelle Géostratégie Magazine, avec mon associé qui est Robert Laffont, qui a 40 ans de presse derrière lui, qui est entrepreneur, qui a toujours gagné sa vie avec la vente des magazines plus qu'avec la publicité, de surcroît, parce que le climat de presse était favorable à l'époque. J'ai des partenariats avec des télés, je suis soutenu par beaucoup de monde. L'essentiel de mes revenus, et je le dis en étant transparent, provient de ma société de conseil et pas de la presse, et pas des activités de médias. Donc, demain, si on voulait me causer du tort d'une façon contre-républicaine, on ne pourrait pas. On peut pas me couper mon gagne-pain, ça n'est pas celui-ci. Ouais, c'est ce qui me permet d'avoir une totale liberté. Et donc, je dis aujourd'hui, il y a une catégorie de personnes, effectivement, qui doit reprendre le pouvoir, qui doit accéder au pouvoir, et qui doit relancer notre économie libérale, sans quoi on va devenir un pays socialo-mondialisé, c'est-à-dire socialisé pour une grande part, et encore un peu mondialisé pour une petite part. Alors reprendre le pouvoir, ça veut dire peut-être, comme quand on est dans une entreprise, la première des choses qu'on doit faire, c'est un bilan économique. C'est de se rappeler une chose de ce que c'est que l'économie réelle et pas de ce que c'est que l'économie virtuelle. Donc pour vous, la situation économique, si vous avez... comment vous la décririez-vous aujourd'hui? On est au bord du précipice, on est... Oui, non, on est plus loin qu'au bord du précipice, on l'a dépassé, on est déjà... Il y a un appauvrissement généralisé. La France était à la 13e place en PIB par habitant en 1990, on est à la 25e ou 26e place aujourd'hui. Le PIB, c'est une bonne mesure pour vous, pour mesurer la richesse? Le PIB par habitant est intéressant à mesurer, par contre, effectivement, ce que vous dites, c'est un peu ce que soulignait Emmanuel Todt dans son dernier ouvrage, en disant le PIB, ça n'est plus une bonne unité de mesure, et c'est pas tout à fait faux, parce que si vous observez, par exemple, le PIB de la France, on est à 2800 milliards environ. Vous avez près de 60% de dépenses publiques. Donc ça veut dire que dans le produit intérieur brut, vous avez 60% de dépenses qui ne sont pas voulues par le marché, mais qui sont imposées. Je dis imposées, c'est mesuré, parfois à juste titre, par les deals politiques. Ça veut dire qu'effectivement, on peut mesurer la richesse d'un pays, on peut mesurer la pertinence d'une économie lorsqu'elle a des dépenses publiques qui n'excèdent pas, selon moi, 25% de son PIB, et donc de la totalité des flux, et lorsqu'elle a un endettement qui ne dépasse pas 30 ou 40% du PIB. Et lorsque le système d'imposition ne dépasse pas également, en prélèvement, on va dire 30% grand maximum aux États-Unis. Donc on pourrait appeler un fonctionnement normal d'une économie de marché. D'une économie de marché. Mais là, à ce moment-là, faut tout revoir. Voilà, vous voyez, moi, par exemple, j'étais bien jeune à l'époque de l'euro, mais j'avais un avis qui était déjà tranché. J'avais 3 passions dans la vie quand j'étais adolescent, c'était l'architecture, la philosophie et l'économie. Et il se trouve qu'après, pour des raisons, j'ai étudié la philosophie, j'ai étudié l'immobilier également, et pas l'architecture et l'économie ensuite. Mais j'étais, dans ma jeunesse, opposé à l'intégration dans l'eurozone, à la création de l'euro. Pour des raisons qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qui sont celles qu'aujourd'hui je suis pour une sortie de l'euro. Tout en reconnaissant qu'en ayant mis le doigt dans l'engrenage, si on sortait de l'euro aujourd'hui, ce serait moins dramatique que si nous n'en sortons pas, et que si nous en sortions par éclatement dans 3 ou 4 ans, mais que ça serait quand même plus compliqué que si nous en étions sortis il y a déjà 2 ou 3 années. Mais je veux dire par là que le système européen est un déni de libéralisme.
c'est quand vous creusez, que vous passez tout au crible, vous vous apercevez que c'est le premier gros système, parce que l'euro c'est quand même une très grosse monnaie de réserve, hein, c'est la deuxième, après on est en monnaie de réserve c'est 60% pour le dollar, et l'euro on est aux alentours de 20%. En admettant que les réserves de change au sein des banques centrales soient encore en précepte d'avenir. Mais lorsque vous passez au crible tout le système européen, vous découvrez le quantitative easing en premier. C'est quoi le quantitative easing pour les auditeurs juste? Alors, très simplement, pour expliquer le concept qui paraît un peu flou parfois, c'est lorsque la Banque centrale, et la Banque centrale européenne en l'occurrence, achètent sur le marché secondaire des obligations d'État qui avaient été émises par les États membres de l'eurozone, donc c'est-à-dire de la zone monétaire qu'elle régit avec sa monnaie, et ça a pour objet de faire baisser les taux d'intérêt de la dette qui est émise par les États. Parce que il faut savoir que la Banque centrale, c'était parce qu'elle avait au départ des préceptes plus ou moins cohérents, logiques, farouchement interdit d'acheter la dette des États dont elle régissait la monnaie. Ce qui est tout à fait normal, parce que sinon, ça, c'est de la cavalerie, c'est de l'impression monétaire, c'est ce qu'on appelle faire tourner la planche à billets. Mais on en a quand même fait beaucoup. Ben justement, en passant par le quantitative easing, en achetant justement la dette sur les marchés secondaires. Mais il n'y a pas que ça, il y a les achats à long terme également, qui avaient démarré en 2010, même avant le quantitative easing, parce que le quantitative easing, c'est sous l'ère Draghi, en 2015 environ. Mario Draghi d'ailleurs, qui est quelqu'un qui lui, par contre, a une science assez étoffée, qui connaît bien l'économie, mais qui se gardera bien de dire en temps et en heure ce qu'il faudrait dire. On lui a commandé un rapport, là, à la Commission européenne ou à la Banque centrale, il va remettre un rapport durant les semaines à venir. Alors il a préparé son rapport, il l'a déjà terminé, c'est un ami qui m'appelait, qui est bien implanté depuis plusieurs décennies dans le secteur, qui me disait ça, et le rapport va totalement à l'opposé de la politique monétaire qui est menée aujourd'hui, et on lui a dit, cher Mario, il faudrait attendre pour le faire paraître après les élections européennes, parce que si vous faites paraître votre rapport aujourd'hui, ça remet en cause tous les préceptes qu'on doit porter pour maintenir ce système. Et vous avez des personnalités comme Alain Minc, économiste qui lui aussi connaît l'économie. Par contre, là, il n'y a pas de naïveté, je veux dire, ce sont des gens qui connaissent et qui étaient sur France Inter il y a quelques jours et qui nous disaient « il faut plus d'Europe aujourd'hui ». Mais je veux dire, ce sont des gens qui ne veulent pas se rendre à l'évidence. Le PIB de la France dans le monde, en 1999, avant d'intégrer l'euro, était à 4,76 de part mondiale. Aujourd'hui, on est à 2,75. Le PIB de tous les pays de l'eurozone en 1999, c'était 21%. Aujourd'hui, c'est 13%. Comparez les Américains à ce moment-là, ils étaient à 29, ils sont à 25. Alors quand je parle à des Français et qu'on me dit « oui, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu l'émergence de la Chine, de l'Inde, de tous les pays du BRICS », pourquoi ça n'a pas porté tort de la même façon aux Américains qu'aux pays de l'eurozone? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et encore, on vit à crédit parce que... Vous avez quand même le dollar, on va dire. Ben, ils avaient le dollar, mais surtout, ils ont eu des politiques qui étaient encore libérales. Aux États-Unis, vous n'allez pas contre l'économie de marché impunément, si je puis dire. Et l'impression monétaire, pour revenir à ça, que ce soit le quantitative easing ou les achats à long terme, ben, ça va revenir, il va y avoir un second volet. D'ailleurs, si la plupart aujourd'hui des politiques français sont encore sur une petite étoile, en quelque sorte, en disant « non mais on va trouver des solutions », alors qu'ils sont une politique qui est quand même catastrophique. Si vous regardez les comptes, le déficit, 5,5, alors que les pays de l'eurozone doivent se cantonner à 3% de déficit, normalement, et qu'ils avaient annoncé les yeux dans les yeux jusqu'à il y a encore quelques semaines, 4,9, c'est dramatique. Et on a 3 000 milliards de dettes, c'est une réalité. On a 52% de prêteurs étrangers. Quand je dis qui sont les prêteurs, pourquoi je pose la question? Parce que on a 52% de prêteurs. On va dire que la Banque centrale, bon, on n'en parle même pas, on en parlera un petit peu plus tard, ça on va s'arranger entre nous, on va faire baisser la valeur de notre monnaie, c'est notre sujet. Mais les prêteurs étrangers, demain, vous avez presque plus de sociétés en France. Parce que les sociétés du CAC 40, vous avez 5 sociétés qui font 86% du chiffre d'affaires. La Startup Nation d'Emmanuel Macron, ça n'a pas marché. Demain, vous avez une difficulté considérable à lever l'impôt sur les sociétés. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez frapper à la porte des Français et vous dites « vous avez de l'épargne, vous avez de l'immobilier, c'est fini, on va vous le prendre pour le bien public ». Et réquisition financière. C'est ce qui est en train de se passer. Une réquisition. Une réquisition, absolument. Mais plus qu'une réquisition, c'est une violation du droit de propriété. Et toutes les sociétés
Et là, je parle même pas d'économie, mais d'un point de vue civilisationnel, toutes les sociétés qui ont un minimum de prospérité face à elles sont des sociétés qui ont chevillé au corps et à l'âme 2 préceptes fondamentaux, le sens de la propriété et le sens de l'intégrité. Et ce sont 2 préceptes qui sont indissociables. Lorsque vous commencez à vous attaquer à l'intégrité ou à la propriété, vous n'avez plus d'avenir dans une société. On n'a plus une société, alors. On n'a plus une société. Et en plus, on a eu la loi de programmation militaire qui disait qu'on pouvait réquisitionner les biens. Donc, quelque part, si jamais on était dans une économie de guerre ou une économie de guerre économique, on pourrait appeler ça la réquisition. Comment est-ce qu'on peut être en économie de guerre alors que notre souveraineté n'est pas mise à mal? Ça, c'est encore un autre sujet, on pourra en parler. Mais... Alors, revenons juste un petit peu à l'état de la France. Donc, quand on vous entend, donc on a une énorme dette, on a un PIB qui est en décroissance, on a une position décroissante. Donc on a une situation on est au-delà du précipice. Mais quand on regarde les gens dans la rue, on a l'impression que tout va bien. Quand on écoute les hommes politiques, on a l'impression que tout va bien. Donc il y a une forme de déconnexion du réel de nos élites, de nos gouvernants. Comment fait-on pour revenir à cette situation réelle? Il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui reprennent le pouvoir. Vous regardez aujourd'hui le pouvoir, effectivement, comme je disais précédemment, vous avez 60% de dépenses publiques. Et aujourd'hui, le grand mal, c'est la dépense publique. Ça veut dire que moi, quand je m'adresse à des politiques et que je leur dis « vous avez un problème de dette publique, on a un problème de dette publique, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et que tout ce qu'ils cherchent à dire, c'est au maximum, on va trouver 10 milliards d'économies. On a 3000 milliards de dettes avec une duration moyenne de 7 ans. Et on s'est endetté à 284 milliards en 2024. On s'endette cette année à 284 milliards. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que il faut pas économiser 10 milliards. Il faut ramener la dépense publique qui est à 60% du PIB au minimum, très rapidement, à 30%. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des méthodes. Il faut supprimer tout ce qui sert à rien, tout ce qui est superflu, inutile et ce qui ankylose la société. Ça ne va pas entraîner un chômage massif? Non, ça ne va pas entraîner un chômage massif parce qu'il y a des mesures à prendre qui font partie d'un package, d'un ensemble, si vous voulez. Moi, si j'étais au pouvoir demain, la première des choses que je ferais, c'est que je ramène la dépense publique à 30% du produit intérieur brut, après avoir réalisé un audit sur les dépenses de l'État, donc vous supprimez pas l'Assemblée nationale ou le Sénat, mais vous supprimez peut-être le CESE, par exemple. Et parallèlement, vous allégez de 80% les prélèvements obligatoires pour toutes les sociétés, toutes, sans exception, qui font moins de 20 millions de chiffre d'affaires en France et qui proposent un service à des Français. Qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces sociétés vont avoir un cash flow positif, qu'elles n'avaient pas jusque-là. Par conséquent, que vont-elles faire? Elles vont embaucher. Parce que les sociétés qui embauchent pas aujourd'hui... Donc c'est un plan de relance par l'emploi, quoi. Oui, non, mais c'est un plan de relance par le libéralisme. Ça veut dire que... Et vous supprimez toutes les aides également, tous les grands plans. Il n'y a plus un seul grand plan. À quoi vont servir nos gouvernants, donc nos administratifs? En fait, ils vont plus servir à rien, si jamais vous... vous avez beaucoup de choses à gérer. Je veux dire, là, par contre, on se remettrait un petit peu sur l'hôpital public et on relancerait l'hôpital public. Et je peux vous dire que je trouverais des centaines de millions pour qu'il n'y ait pas des mobil-hommes installés devant les urgences. Parce qu'avec 60% de dépenses par rapport au PIB... on a quand même une élite politique qui nous dit qu'elle ne parvient plus à payer les retraites et qu'il faut modifier les régimes de retraite, qu'elle ne parvient pas à trouver les millions qui manquent pour qu'il y ait un hôpital public décent. Vous êtes allé à l'hôpital, vous êtes rendu à l'hôpital ces dernières années, c'est une catastrophe. C'est littéralement indécent. Je veux dire, comment est-ce qu'on fait pour avoir autant de dépenses et en même temps des services régaliens qui ne fonctionnent pas? Vous additionnez sur les, je disais 60% par rapport à 2800 milliards. Ça veut dire que vous avez 1400 milliards de dépenses publiques. Sur ces 1400 milliards, vous additionnez tout le régalien, sans même parler d'économie. Parce qu'après, vous pouvez économiser sur les photocopieuses, les voyages, les comités d'entreprise, les costumes qu'on envoie le président en avion. En avion, exactement, en première. Vous avez la recherche, la justice, c'était 12 milliards, je crois que ça va passer à 20. L'éducation nationale, c'est 80 milliards. La police, vous arrivez à 280 milliards. Si vous atteignez les 300 milliards, c'est le maximum. Ça veut dire que vous avez 1100 milliards chaque année qui partent dans du superflu, et ça, c'est de l'argent public. Et c'est ce qui met à bas l'économie de marché, parce que lorsque vous avez un ministre auquel il vient une lubie, et qui se dit, bon, ce sont jamais des lubies gratuites généralement, et qui profitent à d'autres, et qui dit, on a un problème d'accessibilité, par exemple, pour les personnes handicapées à tel endroit. Bon, ben là, cette année, il faut absolument refaire
toute l'accessibilité pour les personnes handicapées, et l'État va être derrière et on va aider les entreprises à hauteur de 40%. On a un problème sur l'énergie. En 2010, on voulait que ce soit tout au gaz. Maintenant, on veut zéro gaz et on veut tout à l'électricité. Peut-être que dans 6 mois, on voudra tout au gaz parce qu'on aura changé d'amis ou d'ennemis. On va sanctionner avec les DPE, les logements qui sont classés D selon tel barème ou A selon tel barème. Et on va subventionner un grand programme d'installation de chaudières pour tous les Français. Et à partir de là, lorsque vous faites ça, qu'est-ce que vous faites ? À quoi vous procédez ? Vous prenez le chéquier, vous prenez la carte bleue de l'État français, vous dites, par rapport à mon idée de ce que doit être le pays et de la façon dont doivent vivre les concitoyens, on va dépenser. Et on va dépenser avec l'argent public. C'est ça qui est en train de se passer. Ils dépensent avec l'argent qui appartient aux Français, pas leur argent. En fait, c'est l'argent oui, pas public. Avec leur argent, c'est l'argent public, je veux dire. Mais idem pour les grands plans. Auparavant, vous regardez même pour les dépenses sociales. Parce que si on a un plan qui coûte, pour aider les plus défavorisés, 3 milliards. Moi, personnellement, si j'ai payé des impôts pour financer un plan qui va coûter 3 milliards pour aider les plus défavorisés, vous savez ce que je veux ? Qu'ils aient de l'argent. Pas qu'ils se retrouvent avec un chèque. Et aujourd'hui, on est dans la grande période des chèques. Ça veut dire que, pour le contribuable, ça a coûté tant de milliards, et on a un plan avec lequel on remet à la disposition d'une minorité des chèques énergie. Ils sont allés jusqu'à créer le chèque chaussette, même. Je veux dire, le gouvernement Macron, il faut quand même le faire, quoi. Il faut l'inventer. Alors, le pays est en slip, on leur donne des chaussettes. Voilà, non, mais je veux dire, on en arrive à des degrés de ridicule, c'est totalement abyssal. C'est totalement abyssal, mais la supercherie se poursuit. Et là où je dis qu'il faut réellement se réveiller, que j'invite tout le monde à se réveiller dès aujourd'hui, parce que ça ne peut pas aller plus loin. Si on va plus loin, on a lancé une roulette qui ne va pas s'arrêter, et le seul moyen de rembourser les dépenses inconsidérées, illibérales que nous engageons aujourd'hui, ça va être de piocher dans l'épargne privée et dans l'épargne immobilière. Vous regardez le 10 ans français, qui se situait à 2,8, qui est monté à 2,94, donc 0,14 de hausse, c'est-à-dire les obligations françaises, le taux d'intérêt auquel la France s'endette depuis une semaine. Donc une montée fulgurante par rapport aux annonces du gouvernement et par rapport au déficit. Et par rapport à il y a 2 ans en arrière. Hein. Et par rapport à il y a 2 ans en arrière. Finalement, on peut se dire, bon, on passe de 2,8 à 2,94, allez, même si la France s'endettait à 3,5 ensuite, à 10 ans, ça peut tenir peut-être. Pourquoi est-ce que ça monte pas en flèche s'il est en faillite ? Parce que du côté des marchés, c'est-à-dire des investisseurs, mais la France n'est pas en faillite. Elle a un collatéral. Elle fait corps. Premièrement, il y a beaucoup de biens publics. Si vous estimez tous les biens publics à la vente, si vous les saisissez, vous entrez dans vos frais. Donc il y a un collatéral. Il y a un collatéral. Il y a une garantie. Mais le collatéral, premièrement, là aussi, il est public. Et si on se met à le saisir, on va contribuer à l'appauvrissement généralisé de l'État. Et deuxièmement, il va être privé. Quand j'entends la Macronie aujourd'hui parler de taxation sur les super profits, je veux dire, dans quel monde est-ce que vous avez vu une économie de marché qui fonctionne avec un pays au milieu de nulle part où on se met à dire, premièrement, l'argent en banque n'est plus tout à fait sûr, alors qu'on a seulement 5 mégabanques, il faut être irresponsable pour parler de mainmise sur l'épargne des Français, alors qu'on n'a que 5 mégabanques, c'est le meilleur moyen d'engager un bank run. Et deuxièmement, en disant... les super dividendes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont de grosses sociétés qui ont profité d'une configuration. Profiter d'une configuration, c'est le principe même de l'économie. Hein. Vous n'avez pas d'économie, vous gagnerez jamais un sou dans votre vie si vous ne profitez pas d'une configuration. Moi, je connais absolument personne qui a gagné une larme d'argent sans être ou corrompu ou en profitant d'une configuration. Et personnellement, je préfère ceux qui ont profité d'une configuration que ceux qui ont gagné de l'argent en étant corrompus. Sachant que certaines configurations peuvent être de la corruption. Il y a ça également. Et donc, je veux dire, on a un gouvernement qui nous dit on va taxer les super profits. Donc, mais ça veut dire qu'il n'y aura plus une société qui va s'installer en France. Il n'y a plus une seule société qui va pouvoir générer du profit qui va s'installer en France. C'est ça qui va se passer durant les années à venir. Et aujourd'hui, on a un gouvernement Macron qui s'est effectivement fait considérablement mal voir d'une partie très populaire de la population, c'est-à-dire les plus pauvres. Et aujourd'hui, ils sont en train de se faire mal voir des plus riches. Et les classes moyennes, étant donné que c'est la classe la plus large, parce que la Macronie a déclaré qu'à partir de 1 800 € par mois net,
On commençait à être à l'aise, on était une classe moyenne. Alors, sous Hollande, c'était 4 000, maintenant c'est 1 800. Je sais pas comment ils vivent, parce que vous regardez le montant, c'est le prix d'un loyer, 1 800 € pour un appartement, un T3 à Paris. Et donc, ils essaient de draguer à nouveau une catégorie de la population qui est les classes moyennes, parce que finalement, ils n'ont plus rien à leur prendre. C'est pas par la levée de l'imposition qu'ils vont prendre de l'argent aujourd'hui. La prochaine étape, parce qu'ils parlent des super profits, j'aimerais bien en parler aujourd'hui avec Bernard Arnault ou avec Bolloré, ils les laisseront pas faire. Ils les laisseront absolument. Et puis ils auront les structurations pour probablement optimiser avec des sociétés. Évidemment, mais ce qui va se passer, on le sait, c'est qu'au final on dira bon, on va taxer les plus riches parce que il faut bien qu'ils contribuent. Et finalement, le type qui a 15 millions de patrimoine immobilier, il a déjà beaucoup, il a 15 millions, son impôt sur la fortune immobilière qu'il payait parce qu'il avait plus d'1,5 million, on va augmenter le barème, on va lui prendre beaucoup plus également. Et si sur ces 15 millions, dans son parc, il a un appartement à 900 000 ou 1 million qui équivaut à ce qu'il doit payer cette année, il le vendra, il lui restera 14 millions. C'est ça qui va se passer. C'est ce qui est en train de se passer, ça. Tom Benoît, quand vous dites que vous voulez que ce soit des entrepreneurs qui reprennent la France, c'est parce que vous pensez que dans le monde de l'entreprise, il y a des limites qu'on ne franchit pas, c'est-à-dire que quand l'entreprise n'est plus capable de payer ses dettes, elle se met en redressement judiciaire et donc, quelque part, il y a un mécanisme de régulation qui est plus naturel, on fait plus attention à ses deniers quand on est dans le monde du privé que quand on est dans le monde du public. Alors, premièrement, il y a ça, et puis vous parliez de déconnexion précédemment, la classe politique aujourd'hui, ça n'est plus une classe dirigeante, c'est un milieu. C'est-à-dire que c'est une catégorie de personnes qui sont allées dans des écoles ensemble, qui ont suivi un même cursus, qui ont été dans des cabinets, qui ont... Je côtoie très régulièrement, j'aurais pu faire carrière d'ailleurs dans ce milieu-là, ça ne m'a jamais intéressé pour les raisons que vous pouvez comprendre. Et ce sont des gens qui ont un jargon entre eux, ils sont d'IRCAB, et ils peuvent pas mener la politique que je voudrais mener, moi. Parce que s'ils menaient cette politique, ils diraient « mais la roue de secours que je m'étais prévue, elle disparaît, celle d'où je viens, elle disparaît, celle où se trouve ma femme ou mon fils, ça disparaît également ». Et c'est tout leur écosystème qui se met à bas. Donc c'est un château de cartes qui se tient les uns les autres. C'est un château de cartes qui se tient les uns les autres, c'est-à-dire que vous avez une catégorie de personnes, ça c'est une réalité, qui détient le carnet de chèques. Et ça, il faut le dire ouvertement, je veux dire, vous n'avez pas des dirigeants, vous avez une catégorie de personnes qui a le pouvoir, c'est ce qu'on appelle le pouvoir, et pourquoi est-ce qu'elle a le pouvoir ? Parce qu'elle détient un carnet de chèques qui permet de faire de la dépense publique, qu'il faut ensuite faire payer soit par de l'imposition, soit par de la taxation, soit demain par la saisie des biens et de la liquidité, soit en faisant baisser la valeur de notre monnaie. Mais faire baisser la valeur de notre monnaie, on l'a fait... On va continuer à le faire, parce que la Banque centrale ne doit plus savoir comment faire justement pour trouver une solution, parce que vous regardez le bilan de la Banque centrale européenne, ils étaient à 8 000 milliards, ils commencent à essayer de faire maigrir le bilan, mais ils étaient à 2 000 il y a encore quelques années, donc le bilan a grossi d'une façon fulgurante, et tout ça, pourquoi ? Non pas pour injecter de la liquidité auprès des agents économiques, par le biais des banques commerciales. Vous savez que l'octroi de crédit par les banques commerciales en 2022 a quand même chuté de 40%. Et durant les années précédentes, c'était la même chose, parce qu'à partir de 2015, c'est principalement le quantitative easing qui a opéré à de la distribution de liquidités. Parce que le volume monétaire global a augmenté, a été multiplié, on va dire, par 4 à peu près, en 40 ans. Vous en parleriez avec mon ami Jacques Delarosière, brillantissime, qui a été directeur du FMI, gouverneur de la Banque de France. Il vous dirait qu'il y a un problème par rapport au volume monétaire qui a été multiplié. Si on va plus loin, vous pouvez vous dire également que on était 2 milliards d'êtres humains sur Terre en 1960, on est près de 8 milliards, il y a des innovations qui n'existaient pas, il y a plus de volatilité par rapport à des divertissements qui n'existaient pas, des consommations qui n'existaient pas. Il peut sembler logique que le volume monétaire ait augmenté. Par contre, le gros problème, c'est que la majeure partie de la distribution monétaire aujourd'hui ne se fait pas par rapport à la main invisible d'Adam Smith, c'est-à-dire par rapport à l'économie de marché. La richesse des nations. La richesse des nations et la demande, donc. Parce que lorsqu'il y a une demande, et lorsqu'on répond à une demande économique, on calme cette demande. On a injecté de la morphine, de l'argent. Donc en ayant injecté cette morphine, forcément...
la demande, ça pèse. Mais si vous avez une demande et que vous injectez de la morphine à côté, la demande, ça pèse pas. Et le quantitative easing, c'est exactement ce qui s'est produit. C'est-à-dire que vous avez des gens dans la population qui ont des idées, qui ont des sociétés, qui ont des vies à mener, qui ont des choses à acheter, qui ont des investissements à faire, des choses à se procurer. On leur apporte pas de liquidité, mais par contre, l'État va obtenir une quantité énorme de liquidité via le quantitative easing, via les achats à long terme. Les achats à long terme, c'était une belle supercherie également, même avant le quantitative easing. Il y a eu 3 modèles de TLTRO à partir de 2010. La Banque Centrale Européenne a quand même déclaré que ces crédits à long terme avaient pour vocation de favoriser l'octroi de crédits pour les banques commerciales, aux particuliers, aux ménages et aux entreprises. Finalement, elle s'est aperçue à partir du premier volet que ça avait profité à l'achat de titres obligataires des États. Bon, il y a eu un second volet, rebelote, un troisième volet, et là on va peut-être en faire un quatrième, et il n'y a pas un moment où la Banque Centrale Européenne s'est dit « on va faire exactement la même chose, mais en stipulant et en imposant à toutes les banques commerciales que cette liquidité qu'on leur met à des dispositions à des taux très favorables doit impérativement, obligatoirement profiter à des ménages et à des sociétés. Et à l'économie réelle. Et à l'économie réelle. Parce que là, on est allé vers l'économie réelle, donc on a accentué, on va dire, l'appauvrissement industriel et l'appauvrissement du PIB réel, quoi. Bien sûr. Quand on regarde un petit peu les structures gouvernementales, on a quand même des contre-pouvoirs. On a des organes de contrôle, la Cour des comptes. Est-ce que quelque part, ces organes jouent un rôle? Non, ils jouent pas de rôle. Non, il faut dire la vérité, ils assument pas leurs responsabilités. Là, je le dis très directement. Donc on les écoute pas, quoi. Mais on les écoute trop tard, ils parlent à la fin. Je veux dire, que la Cour des comptes nous dise aujourd'hui qu'il y a un problème de dépenses publiques, bon, ça n'était tous aperçu. Je veux dire, c'était... moi, quand je tiens le même discours depuis des années, et je tiens le même discours, mais qui était presque interdit il y a quelques années. Et aujourd'hui, je dis encore des choses qu'on me reproche de dire, ou qu'on me défend de dire, et que peut-être que demain, on me dira, ah oui, mais effectivement, là, une fois de plus, vous aviez raison. Donc je veux quand dire, la Cour des comptes dit le budget de l'Élysée est trop élevé, pour vous, c'est trop tard, parce qu'ils auraient dû le faire bien a sûr, priori. Bon, ça n'est tous aperçu, mais c'est comme quand les agences de notation également, si Fitch dégrade la note de la France, là, ou la déclaration de Fitch, par exemple, il y a quelques semaines, qui nous dit les objectifs de la France ne sont pas assez ambitieux et très peu crédibles. Mais on s'en apercevait que la France n'était pas crédible il y a déjà 1 an, il y a déjà 2 ans ou 3 ans. Il n'y a pas besoin d'être Fitch pour s'en apercevoir. Seulement, comme je disais précédemment, ce sont des organismes, finalement, qui disent la vérité d'un certain sens. Parce que, qu'est-ce que souligne Fitch ? Que les ambitions budgétaires de la France sont pas très crédibles. Elle souligne pas que la France va avoir une note dégradée parce qu'elle a plus de collatéral, comme je le disais précédemment. Elle dit pas que la France est à sec. Elle dit les objectifs budgétaires de la France ne sont pas crédibles. Au mieux, on va dégrader très légèrement sa note. Mais quoi qu'il en soit, c'est encore un prêteur, un emprunteur fiable, la France, puisqu'elle détient beaucoup de biens immobiliers et que sa population a de la liquidité. Donc dans le pire des cas, si les dépenses publiques venaient à s'effondrer, ce serait aux gouvernants de trouver les solutions, à taxer leurs super profits ou même à taxer leur population ou leur patrimoine immobilier, ce qui est en train de se produire. Donc ça veut dire que Fitch est là et Standard & Poor's et les autres, c'est exactement la même chose, pour donner une indication très précise, mais pas pour donner un conseil. Voilà, c'est pas un conseil budgétaire aux politiques françaises. Ils travaillent pas pour les Français, Fitch et Standard & Poor's. Et la Cour des comptes, c'est exactement la même chose. La Cour des comptes, ils sont là pour constater. Ils constatent, ils font le travail, mais je veux dire, ils prendront jamais les bonnes mesures ou ils suggéreront jamais les bonnes mesures. Je compte pas du tout sur la Cour des comptes. Mais alors, qui devrait nous donner les bonnes mesures ? Les bonnes mesures, réellement, quand je parlais d'un gouvernement d'entrepreneurs, c'est qu'il faut que ça arrive, mais tout de suite, pas dans 10 ans. Je veux dire, il faut qu'on arrive à prendre le pouvoir, là, dans les mois qui arrivent, dans l'année qui arrive, et qu'il y ait des personnes qui viennent au pouvoir et qui fassent un grand ménage dans l'État français, dans la dépense publique. Donc un audit... On audite toute la situation. Absolument. Et on prend les décisions courageuses. Vous auditez, absolument. Vous auditez la dette extérieure, l'origine de la dette extérieure. Si je pose la question aussi régulièrement à Bruno Le Maire, à Prisca Thévenot et à d'autres, c'est parce que la question est cruciale. On ne peut pas continuer à avancer en disant « Non, on va continuer à s'endetter ». C'est une question de souveraineté, donc une question de souveraineté et de degré de liberté. Non, mais même dans l'état d'esprit, je veux dire, d'un gouvernement macroniste, imaginez-vous que 20% de la dette extérieure appartiennent à des Russes. Ça va peut-être changer leur attitude. Je veux dire, il faut
si la dette extérieure appartient à des Russes, à des Chinois ou à des Américains, vous serez d'accord avec moi que ça n'est pas tout à fait la même chose. On peut ne pas avoir les mêmes amis ou les mêmes alliés. Voilà, donc je veux dire, la première des choses, c'est déjà de savoir qui sont les acheteurs, que ce soit des sociétés financières, non financières, mais extérieurs, étrangers à l'UE et à la France, qui achètent la dette de la France. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, vous faites un audit sur toute la dépense publique et sur tous les secteurs superflus qui se sont superposés les uns aux autres, parce que réellement, il faut le voir pour le croire, hein, c'est pas du fantasme, j'ai rien contre la dépense publique, a priori, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui dit, oh, il faut couper, je suis pas un jaloux de ceux qui sont fonctionnaires, ou de celles et ceux qui travaillent pour l'État, mais aujourd'hui, vous avez des tonnes de bureaux, vous avez des pléthores de personnes qui travaillent pour l'État, et il faut le dire de la façon la plus prosaïque, qui ne servent à rien, qui ne servent strictement à rien. Donc vous revenez à la question de la valeur ajoutée ? Ah, évidemment, si vous créez pas de richesse, mais que vous investissez l'unité de mesure de la richesse, c'est-à-dire la monnaie pour payer des personnes qui n'ont pas créé de richesse, premièrement vous dépréciez la monnaie, et vous mettez en concurrence les personnes qui sont aptes et à même de créer de la richesse, avec des personnes qui ne créent absolument pas de richesse et qui capturent l'unité de mesure de la richesse. C'est ça qui est en train de se passer. Deuxièmement, il faut faire un audit également sur toutes les activités professionnelles et entrepreneuriales qui sont interdites. Parce que ça, c'est illibéral également. On peut pas avoir des activités en France où on dit « Ah oui, mais on considère que ça n'entre pas dans le... il faut qu'il y ait une parité là-dessus, il faut revenir à des préceptes d'économie de marché qui font qu'à partir du moment où la population a une demande et qu'elle ne viole pas les traités initiaux de la République, et plus loin que ça, de la 5e République du général de Gaulle, qu'à partir de là, on puisse mettre en application cet exercice professionnel. Comme je le disais, vous supprimez 80% des prélèvements obligatoires pour les entreprises qui font moins de 20 millions de chiffre d'affaires, ce qui ne coûte absolument rien à l'État, parce que ces entreprises vont pouvoir salarier toutes les personnes qui précédemment travaillaient pour l'État et ne créaient pas de richesse, et qui vont venir travailler dans le privé, donc qui vont payer des cotisations et qui ne seront plus à la charge de l'État, parce qu'elles étaient fonctionnaires, ou parce que certaines ou certains étaient chômeurs également, et qui vont pouvoir travailler et avoir un salaire décent. Et vous allez avoir des entrepreneurs qui auront un cash flow positif. Vous imposez à toutes les sociétés qui proposent un service en France tous les services d'ailleurs de télécommunication par exemple, et toutes les plateformes téléphoniques pour la banque, de relocaliser. Ça veut dire qu'il n'y a plus une seule société qui propose, vous prenez tous les opérateurs téléphoniques, aujourd'hui il est scandaleux que les opérateurs téléphoniques, que ce soit Free, Orange ou les autres, salarient dans des pays où la main-d'œuvre est à bas coût et où il y a un salaire minimum qui est largement inférieur, le salaire minimum en Ukraine c'est 200 € aujourd'hui. Et là, ce dont je parle, généralement, c'est dans les pays maghrébins, c'est ou dans une partie de l'Asie, en Thaïlande, et ça c'est littéralement scandaleux. Donc vous imposez à toutes les sociétés qui proposent un service en France et à des Français de le faire exécuter par des salariés français. Et là aussi, vous allez récupérer des prélèvements. Mais ça veut dire qu'avec la méthode que j'expose, entre guillemets, plutôt que de se dire il y a un problème d'argent, parce que la seule prise de conscience du gouvernement Macron aujourd'hui, c'est de se dire on manque d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a encore quelques personnes qui ont de l'argent, on va aller leur prendre. C'est ça l'idée. Et pourtant, le gouvernement a imprimé 1200 et quelques milliards de dettes dans les quelques dernières années, quoi. Oui, mais forcément, mais je veux dire, mais on fait baisser. Mais ça, c'est le gros problème de l'euro également, parce que quand je parlais de l'euro précédemment, ça ne peut marcher qu'un temps, ça, parce que la planche à billets, on peut en user si on assume ses responsabilités, ce qui arrivait lorsqu'on avait une monnaie nationale, mais il est plus difficile d'en user lorsqu'on a un système européen et qu'on a un pays qui est quand même l'Allemagne et qui est toujours très puissant et qui demain n'acceptera pas qu'on fasse payer par rapport à la mauvaise dépense publique française le prix à la monnaie que nous partageons. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'Allemagne le moteur de l'euro. Si vous imprimez, si la Banque Centrale Européenne, ce qu'elle va faire à mon avis, se remet à acheter, elle serait même capable de le faire directement, parce que la première étape... D'ailleurs, il faut savoir que la BCE a fait passer un communiqué il y a quelques semaines en disant qu'elle allait normaliser les achats de titres structurels et les achats à long terme dans le but donc de rendre normal des pratiques non conventionnelles. Autrement dit, le quantitative easing dont je parlais précédemment. C'est-à-dire que la BCE prépare le terrain aujourd'hui parce qu'elle a compris que, quoi qu'il en soit, elle allait être obligée de venir en aide à la France.
Si la BCE ne vient pas en aide à la France disparaît, économiquement. Je veux dire, la situation chypriote ou grecque, et la BCE était venue en soutien à la France, si la Banque centrale aujourd'hui n'imprime pas de la monnaie, et notre interview restera à quelques mois, je veux dire, aujourd'hui, durant les mois à venir, pour soutenir la France ne parviendra pas à juguler sa situation. Et c'est pour ça que, d'un certain sens, les politiques français sont très sûrs d'eux, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il va y avoir une Banque centrale européenne derrière eux, qui va prendre sur elle, et qui va prendre sur la valeur de la monnaie. Et donc la Banque centrale européenne va imprimer de la monnaie, ça va faire baisser le cours de l'euro, et elle serait même capable, j'imagine, de ne plus le faire sur le marché secondaire, mais d'acheter directement des obligations d'État. Parce qu'en 2010, et même quantitative easing c'était 2015, il y avait eu la crise de 2008 qui était mondiale, on n'était pas vraiment en crise, il y avait une classe politique qui avait encore un peu de sérieux à cette époque-là, la BCE pouvait pas arriver d'une façon très cavalière en disant « Bon, on va violer nos traités, on va acheter les obligations des États membres, on va imprimer de la monnaie. » Donc, comme je le disais précédemment, elle a acheté de la monnaie sur le marché secondaire. Et ça a fait baisser les taux d'intérêt, et ça a permis à des pays comme la France, l'Italie, et beaucoup à la France d'ailleurs, de continuer à s'endetter d'une façon démesurée. Et d'accroître ses dépenses publiques. Aujourd'hui, si on reprend pas le pouvoir et qu'on n'arrive pas à être un petit peu plus raisonnable, la BCE va y aller directement, je prends les paris en disant on achète, elle va trouver un nom, que ce soit quantitative easing ou autre chose. On va faire de la cavalerie encore plus. On va faire de la cavalerie, on achète les obligations d'État pour sauver la France parce que la France est dans un état catastrophique et qu'elle part en faillite. Et vous verrez même que les politiques à ce moment-là se targueront sur les plateaux de télévision en disant grâce à la grande responsabilité de la Banque centrale européenne, nous avons sauvé le pays de la faillite et nous avons sauvé nos systèmes de santé. C'est ce qui s'est passé en 2008, quand les banques centrales. Passé en 2008. Voilà, on a soi-disant sauvé tout le monde. Et en fait, il y a des gens qui sont énormément enrichis et d'autres qui sont appauvris. Que les Allemands, combien est-ce qu'ils ont de dette ? 64,8% par rapport à leur PIB. Ils ont une industrie qui est un peu compliquée aujourd'hui, pour une raison simple, qu'on connaît tous, c'est le contre-coup, l'effet de rebond qu'il y a eu par rapport au conflit ukrainien et le pari interrompu, le coût de l'énergie sur le gaz russe. Mais ils vont s'en remettre. Les Allemands s'en sont toujours remis. Premièrement, ils ont une classe politique qui est très sérieuse. Ils ont un parti libéral qui prend de plus en plus de poids. Et ils ont un seul danger, c'est une catégorie d'Allemands très verts, mais qui favorise pas l'écologie, mais qui favorise une catégorie d'écologie, parce que le premier des écolos, c'est moi, je vous dis sincèrement, si je veux dire, l'écologie, c'est le grand problème de notre temps, et je le sous-estime pas, mais c'est pas avec les mesures de transition écologique des gouvernements Energiewende allemands ou des écolos français qu'on s'en sortira à ce niveau-là. Et ils ont uniquement ce petit risque, mais à mon avis, qu'ils vont réussir à juguler. Et je crois pas une seule seconde que les Allemands disent à la Banque centrale européenne, qui se trouve quand même à Francfort, ok, faites baisser la valeur de l'euro, soutenez artificiellement, comme on l'a toujours fait, la France et donnez-leur de l'argent, directement de la monnaie, et nous continuerons à payer. Parce qu'il faut savoir quand même que les Allemands paient pour tout le monde aujourd'hui. Vous avez le système Target 2 en France. J'en parle régulièrement parce que c'est crucial et personne n'ose parler de ça. Le système Target 2, au-delà d'être un système de paiement entre banques centrales, justement, c'est un système qui fait qu'on ne réajuste plus jamais la balance des paiements entre banques centrales de l'eurozone. Ça veut dire que vous avez des pays qui sont déficitaires sur le plan commercial, là, sur la balance commerciale, comme l'Italie vis-à-vis de l'Allemagne, et des pays qui sont excédentaires. Et le pays qui est déficitaire ne paie jamais ce qu'il doit au pays qui est excédentaire, mais il inscrit son passif sur un registre de compte qui s'appelle Target 2. Vous allez aux États-Unis. Nous, on a voulu faire les États-Unis d'Europe, mais on est allé encore plus loin que les États-Unis, parce qu'en n'ayant pas la même langue, en n'ayant pas la même culture, en ayant des divergences et un aspect concurrentiel entre nous, on est allé jusqu'à ne plus payer ce qu'on se devait, alors que les États-Unis, en ayant la même culture et le même pays, entre le Texas et le Nebraska, par exemple, où le Texas est bien souvent excédentaire, le Nebraska déficitaire, ils mettent à jour leurs comptes. Ils ont un système équivalent à Target 2, mais eux, ils exécutent les paiements. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec Target 2, l'Allemagne ne profite plus finalement sur le plan monétaire, donc de l'unité de mesure, de l'industrie qui lui était favorable jusqu'à présent, et demain, en plus de ça,
elle va devoir porter l'euro non plus comme une monnaie forte, mais comme une monnaie chère, qu'elle se paiera elle-même pour favoriser d'autres pays. Donc c'est pour ça que je dis que, quoi qu'il en soit, il y aura un éclatement de l'eurosystème, mais étant donné que l'on est dirigé aujourd'hui par une classe politique qui ne veut absolument pas admettre que les mesures qui sont prises aujourd'hui ne sont pas les bonnes, et qu'il faut interrompre ça immédiatement, vous allez avoir une classe politique qui va sortir la queue entre les jambes et qui va attendre qu'il y ait un effondrement. Ils vont petit à petit modifier les noms, que ce soit de Target 2 ou du reste, et ils vont en arriver à étouffer ce système en continuant à accentuer la dépense publique, à faire fonctionner leurs économies, au détriment d'une population, qui est quand même la population européenne. Mais quand on est français, on va dire de province, qu'on a faire vivre sa famille, mettre de l'essence dans sa voiture et qu'on vous entend, on peut se dire tout ça c'est déconnecté de mon monde réel. Et qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour le contribuable français? Est-ce qu'il va se passer la même chose qui s'est passé à Chypre, en Grèce? Oui, La chypriotisation, oui. C'est on vous prend 25% de vos économies, les retraites sont plus payées, donc il faut s'attendre au pire quand on est en place. Écoutez, premièrement, vous dites les retraites sont plus payées. Est-ce que les retraites sont payées par rapport aux engagements qui avaient été pris lorsque les personnes qui ont cotisé à ces retraites cotiser pour celle-ci? Là, il y a eu des réformes successives. Il y a eu une réforme. Il faut savoir quand même que le déficit aujourd'hui, pas ça, la réforme qu'on a faite, c'est une réforme qui concerne les retraites privées. Mais sur les fonctionnaires, on a encore énormément de dépenses. Mais la première des choses, c'est que on ne les paye plus les retraites. On ne les paye plus comme on s'était engagé à le faire. L'immobilier est en crise aujourd'hui. Vous avez un marché de l'immobilier qui n'a jamais été autant paralysé. Il n'y a plus d'octroi de crédit. Donc ça veut dire que la valeur foncière qui est détenue par une grande partie de la population devient quasi symbolique en ce moment. Et vous avez 5 mégabanques en France. BNP, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel. Et vous avez un ministre de l'économie qui dit il y a 30 000 milliards d'épargne en Europe. Lui, il est français, il parle au nom de la France, donc il est perçu comme un Français. Il dit, il y a 30 000 milliards d'épargne en Europe, il faut que cette épargne, à terme, puisse servir pour la transition écologique, pour les mots magiques, entre guillemets, qu'il faut déblatérer aujourd'hui, je dirais. Et à partir de là, le seul signal qui est envoyé sur les marchés, parce que, effectivement, il ne va pas piocher dans l'épargne directement, il va réorienter les intérêts, comme pour le livret A, dont les intérêts devaient servir exclusivement au logement social, et qui finalement vont servir un peu à l'effort de guerre en Ukraine. Mais le signal qui est envoyé sur les marchés, c'est de l'extérieur, ne laissez plus une larme d'argent sur une banque française, parce qu'une banque française, c'est une banque qui peut être régie du jour au lendemain par un gouvernement qui est déjà en place, et qui potentiellement va avoir la lubie de piocher dans cette épargne-là. Mais ces gens-là nous dirigent comme s'ils étaient seuls au monde. Et je pense qu'ils doivent sortir de l'Assemblée nationale, des cabinets ministériels, d'un restaurant, en ayant vu les mêmes personnes, en se couchant avec les mêmes personnes, en se levant avec les mêmes personnes, et qu'ils oublient que les États-Unis existent encore, qu'ils ont de la croissance, que les États-Unis, sur le dernier trimestre 2023, ont eu 6 points d'entrée de capitaux à long terme par rapport à leur PIB, malgré 3,5 de déficit, alors que nous, en Europe, nous avions de l'excédent, mais on avait 0 d'entrée de capitaux à long terme. Qui oublie qu'il y a les BRICS, qu'il y a les BRICS, qu'il y a le Moyen-Orient, et qu'il y a quand même des pays très solides. Vous allez à Dubaï aujourd'hui, aux Émirats Arabes Unis, par rapport à l'implantation des grands groupes, y compris français comme LVMH, le commerce qui se produit à Dubaï aujourd'hui, vous n'avez le peu de problèmes sociaux, vous n'avez pas une potentielle inquiétude par rapport à la stabilité bancaire. Si vous ouvrez un compte dans une banque à Dubaï, au Qatar ou en Arabie Saoudite, vous savez pertinemment qu'il n'y aura pas de problème. Et même aux États-Unis, dans certaines banques américaines, mais encore plus au Moyen-Orient aujourd'hui, un peu en Suisse dans une moindre mesure, bien que pour la Suisse ça va être un peu plus compliqué aussi, parce que la Suisse suit de très près l'Union européenne. Mais je veux dire par là que les politiques prennent une décision qui va aujourd'hui, politique française, contre la population française, en oubliant que la population française dépend quand même du reste du monde, et que l'on n'est pas seul au monde, et que si on s'autoflagelle et qu'on s'exclut, on s'exclut du monde qui marche également.
que je viens Donc de vous citer. dites quelque part de la dette, oui, de la dette pour de l'économie réelle, oui, mais pas de la dette pour l'économie irréelle quelque part. Alors après, il y a un problème qui est général, hein, parce qu'effectivement, la dette globale par rapport au PIB dans le monde, c'est 360% du PIB, selon les estimations. Il y a 360% de dette par rapport au PIB mondial. Vous avez 89 000 milliards de monnaie circulante. Peut-être un peu plus aujourd'hui, parce que la CIA donnait 89 000 milliards il y a 2 ans. Il y a eu beaucoup d'impressions monétaires, mais là on est un peu resserré, mais on doit être peut-être à 95 000 milliards de monnaie circulante. C'est-à-dire de liquidité. Il y a 5% d'argent liquide, de billets, de pièces, dans tout cela, du global money. Parce qu'on a quand même tendance à oublier ça. Il y a une monnaie aujourd'hui, et on est encore sur un petit nuage, hein. Il y a une monnaie qui est le global money, et qu'on met dans un même panier, et que sur le marché d'échange, cela conduit à permettre de s'apprécier le dollar, l'euro, le yen, le yuan, le dinar, des Émirats, toutes ces monnaies. Et aujourd'hui, les BRICS prennent de l'ampleur. Ils avaient parlé de la création d'une monnaie, et moi je pense qu'ils ne créeront pas de monnaie, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à créer une monnaie, ils en ont déjà, et ils pourraient se servir du yuan comme monnaie des BRICS, de la grande Chine on va dire, et des pays environnants, mais ils vont attendre de prendre davantage d'ampleur pour imposer, comme nous l'avions fait, un système monétaire qui a été mondialisé. Ça veut dire que le système monétaire, c'est le dollar et toutes les monnaies du monde, mais ce système est internationalisé par l'Occident, et ça nous profite encore aujourd'hui. Et les BRICS s'attendent de faire la même chose, c'est de dire, nous allons créer notre système monétaire, il y aura notre monnaie dedans, qui sera l'équivalent. Alors est-ce que les banques centrales du monde entier accepteront? Et c'est là où il faudra refaire de la diplomatie, et avoir de vrais diplomates également au gouvernement, pour pouvoir échanger avec ces pays qui sont plus qu'émergents, qui ont émergé, qui ont des ressources, en disant, voilà comment on peut s'entendre pour éviter quand même que ce soit le chaos dans le monde, parce que le but n'est pas que l'on arrive à une guerre mondiale, comme certains le pressentent. On va avoir déjà une guerre économique. On va avoir une guerre économique, mais que l'on puisse à nouveau restructurer les échanges plutôt en bonne intelligence. C'est ça, faire de la diplomatie également. C'est se dire évidemment que, même au XIXe siècle, les États-Unis, alors que le monde n'était pas mondialisé, les économies n'étaient pas globalisées, les États-Unis échangeaient avec l'Inde, avec des pays d'Afrique, avec le Brésil. Ouais. Et aujourd'hui, la grande question, ça va être de parvenir à créer un système qui nous permettra de continuer à structurer ces échanges sans qu'il y ait de cavalerie monétaire et sans qu'il y ait d'impression avec d'échanges avec des monnaies qui peuvent être imprimées très rapidement ou qui peuvent être saisies. Ce qu'on est en train de faire avec la Russie sur le gel des avoirs, là aussi c'est de la folie pure et simple sur le plan économique. Ce sont des décisions qui sont prises par des personnes qui... Outre le fait que ce sont des décisions qui sont dangereuses d'un point de vue géopolitique. Voilà, mais alors ça je parle même pas de géopolitique là-dessus, parce que en dehors même j'ai eu l'occasion pour une interview de rencontrer Volodymyr Zelensky, j'ai de très bons rapports avec beaucoup d'Ukrainiens, j'ai de très bons rapports avec des diplomates russes également, donc s'il y a bien quelqu'un qui sera même de faire de la diplomatie, c'est moi, je vais vous dire, parce que je côtoie d'égal à égal autant d'Ukrainiens que de Russes, et j'ai pas de parti pris ni pour la Russie ni pour l'Ukraine, j'ai absolument aucun lien avec les deux pays. Et par contre, que l'on puisse dire aux Russes, par rapport à une société qui s'appelle Euroclear, qui est déclaré en Belgique ou au Luxembourg, en Belgique je crois, et on va saisir et réorienter dans un premier temps les intérêts d'avoirs qui avaient été déposés par des Russes. Là on va au-delà de la géopolitique. Et on va un peu dans le vif du sujet de ce qu'on traitait précédemment, c'est-à-dire la dimension sacrée de la monnaie. Parce que c'est un peu comme la vie, qui peut avoir vous savez qu'il y a des trêves, même pendant les périodes de guerre, ça veut dire qu'il y a une dimension sacrée du vivant, par moment, qui fait cesser et interrompre toutes les pires infamies. Et la monnaie doit avoir une dimension sacrée pour rester une monnaie. Si elle n'a pas de dimension sacrée, si la monnaie n'est pas respectée un minimum, elle ne peut pas être une unité de mesure financière, et donc c'est un pléonasme monétaire et objective. Et là, on a quand même une décision de la Cour européenne, de la Commission européenne, ça date du mois de mars, et d'ailleurs, je pense qu'en mars,
Ils ont repoussé, ils doivent en reparler en Italie au mois de juin. Je pense qu'en mars, il y a eu quelques personnes un peu moins délurées que d'autres à la Commission européenne qui a dit on peut pas faire ça, on verra au mois de juin. Et c'est pour ça qu'ils ont pris la décision, mais qu'ils l'ont mise sous cocon et qu'ils attendent de voir comment ça se passe et de la valider au mois de juin. Ils ont décidé de saisir, c'est pas une petite somme, on parle de 245 milliards, je crois, qui sont stockés dans une société qui s'appelle Euroclear, donc en Belgique, par des Russes, et qui ramènent des intérêts. Et ils vont saisir ces avoirs. Ils ne peuvent pas saisir la liquidité parce que, finalement, je vais vous dire... Sinon, c'est une situation de casus belli. Et pourtant, il y a eu un accord franco-ukrainien où l'article 12 disait... c'est qu'ils se retrouveraient face à leur propre absurdité. Parce que je crois que ces gens-là vont comprendre en réalité que l'argent qu'on a envoyé en Russie lorsque la Russie nous envoie de l'énergie, ça n'a une valeur uniquement si on maintient malgré tout une stabilité géopolitique dans le monde. Parce que finalement, là, il y a des titres. S'ils saisissaient directement les titres et qu'ils se disaient, bon, on va en faire de la monnaie de ces titres, bah, ils s'apercevraient que c'est l'euro qui perd de la valeur. C'est pas le rouble. Puisque c'est la Commission européenne qui, de concours avec la Banque Centrale Européenne, rendrait liquides des titres obligataires qui sont stockés chez Euroclear. Donc, ils jouent petit bras et ils orientent simplement les intérêts. Sauf que la première des choses, c'est que premièrement, il n'y a plus un Russe qui va acheter une obligation d'État française. Ça, c'est évident. Mais deuxièmement, c'est que la société Euroclear, l'année prochaine, elle a fait faillite. Vous imaginez... Tout le monde va retirer son argent. Non, mais vous imaginez une société qui est une société de dépôt, dont la seule vocation, c'est d'être une société qui va garantir le stockage de fonds. Et qui dit, oui, bah là, ces fonds qui étaient stockés, bah, on les a saisis, et on les a donnés à l'ennemi, en quelque sorte, de ceux qui les avaient déposés. C'est pas eux qui les ont saisis, c'est les États qui leur ont demandé de les saisir. Oui, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas été en capacité d'assumer leur fonction de stockage de dépôt. Donc cette société, elle est terminée. Mais au-delà de cette société, c'est le principe des sociétés de dépôt. Mais c'est le stockage ou la protection des dépôts? Parce qu'en fin de compte, stocker un dépôt, si quelqu'un vient vous les voler, ça s'apparente à du vol. C'est la protection, donc, plutôt. C'est le stockage, parce que lorsque vous stockez, vous devez justement de remettre les intérêts à la personne qui a déposé l'argent. Là, vous avez quand même des titres obligataires qui ont une rentabilité, c'est pas beaucoup, mais je crois qu'on doit être aux alentours de 2 milliards environ, annuels, et qui vont être réorientés vers l'Ukraine et plus orientés vers les détenteurs de ces titres. Donc il y a un défaut de l'activité de la société Euroclear. Tom Benoît, juste quand on parle de création monétaire, on est obligé de parler de la monnaie numérique parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le nouvel outil après le quantitative easing, ça va être de convertir tout ça en CBDC. Non, ça, c'est intéressant, oui, la monnaie numérique de banque centrale. Parce que, premièrement, je suis assez seul à noter ce point-là, et je m'étonne d'ailleurs que beaucoup de confrères ne l'aient pas noté. Pour numériser la monnaie de banque centrale, il n'y a absolument aucun intérêt de créer une seconde structure monétaire. Donc ça veut dire que la Banque Centrale Européenne nous dit aujourd'hui, la monnaie numérique de banque centrale a pour objet de numériser, parce que tout est numérique aujourd'hui, l'euro, et le dollar aux États-Unis avec le dollar numérique, ou le yuan en Chine. Mais l'euro est déjà numérique, il est scriptural, il est inscrit d'une façon numérique. Et si on devait faire évoluer les technologies de protection des banques centrales par les technologies blockchain, par exemple, qui sont utilisées par les crypto-monnaies, il suffirait d'intégrer la blockchain comme technologie aux outils des banques centrales. Mais on n'a pas besoin de créer une monnaie numérique de banque centrale qui est une seconde structure monétaire. C'est-à-dire que là, pour la première fois dans l'histoire de la monnaie, on va avoir des banques centrales qui vont émettre deux monnaies officielles. L'euro et l'euro numérique. L'euro et l'euro numérique. Donc c'est pas la même chose. Quelque part, on utilise la même racine. Euro et euro numérique, c'est pas la même monnaie. Surtout que les deux sont numériques. Parce que quand vous allez payer avec votre carte bleue, par exemple, avec des euros traditionnels, c'est de l'euro qui passe de façon numérisée, comme lorsque vous faites un virement SEPA. Et lorsque vous allez payer avec votre carte bleue d'euro numérique, qui sera affiliée au compte que vous aurez non pas une banque commerciale, mais directement à la banque centrale, ça va être de l'euro numérique, mais qui sera indépendant, si vous voulez, de l'euro qui dépend de la structure monétaire de l'euro traditionnel. Donc quelle est la manœuvre? Je la connais pas encore exactement, mais en tout cas, je peux dire que l'euro numérique n'a absolument aucun intérêt et ne peut avoir que des inconvénients. Alors quand on entend parler d'euro numérique, de monnaie de banque centrale, on entend parler beaucoup de crédit social à la chinoise, de contrôle de vos dépenses.
Oui, et puis surtout de péremption de la monnaie, peut-être, parce que ce qui fait la dimension sacrée de la monnaie également... Juste la péremption de la monnaie, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un certain temps, votre pièce vaut plus rien. On peut parfaitement imaginer que par une décision justement de la Banque Centrale Européenne, qui aura directement la main sur les comptes avec la monnaie numérique, on décide en période de forte inflation sur la monnaie numérique de Banque Centrale, d'apporter une date de péremption à la monnaie numérique de Banque Centrale, si elle n'est pas consommée. Donc ça, c'est un grand danger par rapport premièrement à l'indépendance, à l'intégrité, aux libertés individuelles et à la dimension sacrée de la monnaie. Parce que, comme je disais, le principe de l'économie de marché, c'est que vous avez un gouvernement et des gouvernements qui doivent avoir une dimension sacrée. Ces gouvernements ont une dimension sacrée parce qu'ils sont tenus par des personnes qui sont à la fois cultivées, lucides, qui font preuve de ce que je qualifierais comme étant le bon sens occidental, qui est apparu vers 1100 en Occident, bien avant que les États-Unis existent. Et ces gens-là collaborent avec des banques centrales qui sont des organismes indépendants, qui ont un objectif. C'est surtout pas de s'occuper de budget, c'est pas de soutenir les États, c'est de gérer la stabilité de la monnaie qu'ils émettent. C'est tout. Et ça doit se cantonner à ça. Et d'avoir une inflation, qu'ils avaient décidé 2%, moi je pense qu'il vaudrait mieux 1%, mais ça après, ça peut se discuter. Et à partir de là, à côté, vous avez un marché. Et le marché doit se soumettre à la loi, et les acteurs du marché doivent se soumettre à la loi qui est décidée par les gouvernements, qui font preuve de bon sens, comme je le disais, et ils sont alimentés, ces marchés, par l'outil monétaire qui est manié par la Banque centrale. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est que vous avez une banque centrale qui fait de la politique et qui décide qu'il y a des émissions monétaires qui sont plus intéressantes que d'autres et qu'il faut absolument faire, d'autres qu'il ne faut pas faire, qu'il y a des avoirs qu'il faut geler. Vous avez des politiques qui prennent des décisions qui sont contre-démocratiques. Vous avez des marchés qui naissent par rapport justement au simple fait de l'impression monétaire ou de la décision politique, mais pas du tout par rapport à ce qu'on peut appeler le progrès, en quelque sorte, pour citer un média concurrent du vôtre à une époque, mais je veux dire, le progrès, donc ce qui fait avancer la société, mais par rapport aux lubies, aux décisions de simples personnalités politiques. C'est ça le grand problème aujourd'hui. C'est qu'à partir du moment où vous avez faussé l'unité de mesure, ça ne sert plus à rien de mesurer, et vous ne pouvez plus travailler avec un maître. On est en train de fournir un niveau et un maître qui sont viciés à des entrepreneurs. C'est ça qu'on est en train de faire. On fournit parce que, pour être très cash également, et parler très directement, les monnaies fiat, le panier de monnaies fiat, dollars, euros, toutes les monnaies occidentales, va s'effondrer. Ce panier de monnaie court à la catastrophe aujourd'hui par rapport à la démesure, à la cavalerie dans laquelle on est, à la démesure d'impression monétaire. Et ce qui fait d'ailleurs la part belle à certains agents économiques parallèles, certains outils, systèmes opératoires comme le Bitcoin, qui sont étonnamment arrivés comme le cheveu sur la soupe. C'est intéressant de s'attarder sur le Bitcoin également parce que... Ils amènent une stabilité pour vous, le Bitcoin, quelque part? Ah, vous savez, c'est un sujet intéressant. Moi, je me suis beaucoup... Alors, il y a beaucoup de vidéos où les gens disent « mais pourquoi est-ce qu'il est contre le Bitcoin ?» Je suis pas contre. Je serais pour si je savais pourquoi il est apparu et surtout pourquoi les banques centrales et la SEC également ont laissé faire, mais ont approuvé. Je veux dire, c'est quand même très étonnant. La SEC encore a validé. Alors, il y a eu l'ETF Bitcoin, il y a c'est quand même la seule société qui travaille avec les banques centrales dont on ne connaît pas le détenteur. Je veux dire, il y a quand même une société, si j'avais Christine Lagarde aujourd'hui et Jérôme Powell, je leur poserais cette question-là. Je leur dirais, Madame, Monsieur, vous dirigez les deux grandes banques centrales du monde. Vous avez signé un accord pour approuver une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui s'appelle Binance, dont on ne connaît pas le propriétaire, qui serait installé aux Maldives, mais on ne connaît pas le siège social également, on ne connaît pas l'adresse, et qui a pour principal outil le Bitcoin, qui est une crypto-monnaie qui est arrivée de nulle part également, dont on ne connaît pas le propriétaire, dont on ne connaît pas la structure juridique. Mais vous dirigez les deux grandes banques centrales du monde, et par hasard, mais avec qui avez-vous traité? Avec qui avez-vous signé des documents? Je vous raconte une histoire plus professionnelle et personnelle. J'ai été consulté il y a 2 ans par le vice-président du Salvador, qui est un pays qui a adopté le Bitcoin comme monnaie officielle, et qui a gardé le dollar également comme monnaie officielle. Et premier rendez-vous, il y avait son assistant qui traduisait, je lui pose une question, je lui dis « Mon cher Félix, avec qui avez-vous traité ?» Et là, c'est fascinant, il a levé les yeux au ciel,
il a soufflé un moment, et parce qu'il avait envie de convoquer le Seigneur en quelque sorte, et de me dire, mais il y a pas d'interlocuteur avec le Bitcoin. Il me dit, c'est comme... il voulait dire, c'est comme Dieu, quasiment. Oui. Voilà. Et c'était très drôle, parce que, je veux dire, comment est-ce qu'un État... C'est un peu comme dans les années 60, si vous aviez des États qui sont pas des États voyous, qui disent « Nous, on collabore avec la mafia ». On dirait, mais avec qui? Avec Lucio Gelli et tout? Non, non, avec la mafia. Voilà. Et là, aujourd'hui, le Bitcoin, je dis pas que c'est une mafia, mais je dis que c'est quelque chose, un ovni. On ne connaît pas la structure juridique, on ne connaît pas le fondateur, ils ont des engagements, bon, très bien, il n'y aura pas plus de 20 000 bitcoins d'ici d'ici à 2040, là il va y avoir le halving, s'ils les respectaient pas, donc ce qui contribuerait à de l'inflation bitcoinaire en quelque sorte, si je puis dire, ça ferait baisser la valeur du bitcoin, mais contre qui est-ce qu'on se retournerait, puisqu'il n'y a pas de décideur, il n'y a pas de responsable. Donc, je vais être très clair avec vous. Je crois que vous êtes un média sur lequel on peut s'exprimer relativement librement. J'espère. Je pense que le Bitcoin et que les crypto-monnaies, principalement le Bitcoin, ont été créés par la Réserve fédérale des États-Unis. Et que Satoshi Nakamoto est le masque japonais qui a servi justement aux Américains pour créer un engouement vers un système décentralisé, parce que le seul intérêt de Bitcoin, au-delà d'être un sujet financier spéculatif, c'est d'être décentralisé, de pouvoir faire passer des paiements par rapport à ce que je considérais précédemment comme étant la dimension sacrée de la monnaie. C'est-à-dire qu'avec Bitcoin, vous pouvez à la fois payer vos courses, si vous avez une carte sur une plateforme, et vous pouvez à la fois faire des malversations, faire du trafic, tout ce qu'on pouvait faire avec de l'argent liquide précédemment. J'allais y venir à ça parce qu'en fait, dans les dernières années, on a vu beaucoup de lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent, le KYC, le Know Your Customer. Donc toutes les entreprises ont dû connaître tout. Et puis en même temps, il y a l'explosion des bitcoins, l'explosion des transactions en bitcoin. Donc c'est une nouvelle manière pour vous de blanchir certaines transactions. Là aussi, il y a 2 ans, j'ai été consulté par un homme que je salue qui s'appelle Michel Huneau, ancien député, et ex-directeur général du SICFIN à Monaco. Donc l'équivalent de TRACFIN Monaco. Et il me consulte et il me commande un rapport sur les crypto-monnaies, parce qu'il était en train de créer une cellule de lutte contre le blanchiment par les crypto-monnaies au SICFIN Monaco. Parce qu'auparavant, vous sortiez de Monaco avec une Rolex à 400 000, ou une Audemars Piguet, des bijoux, et là aujourd'hui vous sortez avec une clé Ledger. Et une clé Ledger, c'est pas du cash, parce que lorsque vous adressez à la police et qu'on fait ouvrir le coffre à Monaco et que vous avez une valise de cash, vous avez des ennuis. Une clé Ledger, pas du tout. Et on lui a fait démanteler le SICFIN, pas seulement par rapport à ça, mais je veux dire, et la plupart des gens avec lesquels on parlait à ce moment-là nous disaient « Non, mais ça reste marginal pour le moment », c'était il y a 2 ans à peine. Il n'y a pas de problème de blanchiment avec les crypto-monnaies. Ça arrivera peut-être un jour, mais des gens que je ne citerai pas, mais très très haut placés. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes, que je ne cite toujours pas, nous disent on est dépassé par le blanchiment et le trafic, y compris pro-russe, et le trafic d'organes, et toutes les choses les plus sordides par les crypto-monnaies. Mais il était évident que ça allait arriver. Mais là où je dis que dans la création, parce que pour moi c'est sûr à 100%, c'est une création américaine, ce qui est fascinant, c'est que les Américains ont ce talent, ce don, de ramener malgré tout le réel à l'irrationnel. Ce que les Européens n'avons pas du tout, ou les deals politiques actuels en tout cas. C'est-à-dire que les Américains se sont quand même aperçus que les monnaies commençaient à perdre de la valeur, parce que sur la côte ouest, ils sont pas tellement conscients de ça, mais quand vous allez sur la côte est, l'hégémonie du dollar, c'est un vrai sujet. Moi, je connais bien les États-Unis, vous allez à New York, c'est le grand sujet du moment. Tout le monde se pose la question, pas seulement à la Réserve fédérale, mais par rapport à l'avenir du dollar, comme outil de militarisation, on va dire, du système opératoire financier mondial. Le dollar, une monnaie qu'un auteur d'une tribune a appelée monopolaire. Oui. Bien sûr, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Exactement. Et c'était le conseiller de Nixon. Et je veux dire, et les Américains se sont aperçus quand même qu'il allait y avoir ces problèmes-là. Alors qu'il y avait l'émergence des BRICS, qu'il y avait l'Arabie Saoudite sur laquelle ils avaient la main, qui commence à défier le dollar, et qu'il fallait trouver une solution.
Et si la prochaine, Bitcoin, c'est quand même formidable, la capitalisation de Bitcoin, et c'est là où je vous dis, moi je suis pas fan de Bitcoin justement, mais je reconnais le succès de Bitcoin. Je crois que c'est 1300 milliards de capitalisation. C'est énorme. Et c'est d'autant plus énorme que ça en devient d'autant plus mystérieux que personne n'arrive à dire qu'il y a quelque chose qui représente 1300 milliards de capitalisation et qu'on ne connaît pas les détenteurs, on ne sait pas l'équipe qui travaille exactement, comment ça se passe. Mais par contre, on veut casser les pieds aux petits commerçants, mais voilà, aux comptables, de manière à ce qu'ils sachent tous sur son client. Et ça, c'est là où je vois la fascination américaine, l'aspect fascinant des États-Unis, c'est qu'ils ont réussi, une fois de plus, à créer le nouvel outil en vogue aujourd'hui. Comme ils avaient créé le dollar à une époque, comme ils ont créé Hollywood, aujourd'hui ils ont créé comme ils ont créé les BRICS. Et comme ils ont créé les BRICS, et ils ont créé le Bitcoin aujourd'hui. Voilà. Tom Benoît, merci beaucoup pour cet entretien essentiel qui a fait un peu un tour sur toute l'économie. Peut-être le mot de la fin, parce que on prépare toujours ces entretiens avec des gens qui aiment poser des questions, donc je fais une liste de questions. Si jamais vous aviez les Français, donc vous avez dit tout à l'heure, reprenez le contrôle, il faut le prendre de suite, mais demain, on fait quoi pour faire ? La première des choses, c'est qu'on fait ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'on continue à parler librement et on dit voilà ce qu'est notre projet, comme a dit Macron lorsque c'était le mauvais projet. Mais le vrai notre projet, c'est d'avoir une économie libérale qui marche, d'être libre, de n'accepter jamais qu'il y ait une édile politique qui aille contre la loi de la déontologie, du savoir-faire des artisans, des architectes, des avocats, des entrepreneurs, du marché, de l'intégrité physique, qu'il n'y ait plus aucune élite politique qui puisse prendre des décisions qui aillent contre sa population. C'est avoir un retour immédiat à la souveraineté. C'est avoir à nouveau un discours qui puisse permettre de contrôler nos frontières, de contrôler notre dépense publique. C'est continuer individuellement à se manifester, comme on le fait quand on fait partie du peuple au sens le plus large, comme on le fait quand on est patron de presse et qu'on a des médias et qu'on a des leviers d'action, comme on le fait quand on est milliardaire également, comme certains. Et je salue par exemple Vincent Bolloré, qui fait partie des personnes qui ont beaucoup de dignité, qui font preuve de dignité. Et c'est pas le cas de tout le monde, et il y a beaucoup à perdre également. Je veux dire, c'est tout aussi compliqué pour lui que pour d'autres de se lever, et il le fait. Donc je veux dire, il faut que l'on continue à différents niveaux, à faire ce que l'on fait aujourd'hui, mais en passant à la vitesse supérieure. Et moi, je suis convaincu qu'on réussira et qu'on reprendra le pouvoir. Eh bien, merci beaucoup, Tom Benoît, pour cet entretien. Merci à vous tous de nous suivre sur François. Donc, reprenez le pouvoir, faites-le vite, revenez au réel surtout. N'oubliez pas une chose, c'est que c'est avant tout le réel qui nous fait vivre et que tout ce monde, que ce soit des bitcoins ou des décisions qui sont tout en haut et qu'on ne contrôle pas toujours, il y a des personnes qui sont compétentes, qui les comprennent, comme Tom Benoît. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait le plaisir de votre temps aujourd'hui. Comme vous disiez, vous vouliez être philosophe, architecte, économiste. Vous avez fini économiste, architecte et je suis très heureux philosophe de la monnaie, on va dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. On rappelle, vous êtes donc fondateur de Géostratégie Magazine et lisez donc aussi ce journal pour vous informer, et à très bientôt sur François. Merci beaucoup.